Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour assister à cette conversation que, pour tout vous avouer, nous avons imaginée avec David il y a déjà presque 2 ans. C'était avant que le Covid n'arrive, je crois. Oui. Voilà. Et finalement, après avoir fait plein de reports, à cause d'un tout petit truc vivant, là, enfin, je ne sais pas si c'est vivant le virus, mais en tout cas, c'est clair qu'on est très heureux de se retrouver ici aujourd'hui. Bonjour David Elbaz. Bonjour Alain Sidot. Bonjour. Et puis, vous avez-vous profité, David, de la période... on va pas dire profiter, mais en tout cas utiliser le temps du Covid pour écrire un livre. Et ce livre est sorti il y a quelques jours. Il s'appelle « La plus belle ruse de la lumière » avec un sous-titre « Et si l'univers avait un sens ?» donc publié chez Odile Jacob. Puisque je vous présente David, je rappelle que vous êtes astrophysicien, que vous travaillez au laboratoire d'astrophysique du Commissariat à l'énergie atomique et que vous dirigez le laboratoire Cosmologie et évolution des galaxies. Maintenant, je suis le directeur scientifique du département, mais c'est pas grave. Non, mais c'est bien. Si, voilà. oui, voilà, non, mais c'est bien. Voilà, directeur du département. Ma première, c'est pas vraiment une question, parce qu'en fait, vous avez un métier fantastique, je trouve. Vous avez un métier tout à fait extraordinaire. Astrophysicien, c'est un métier qui permet d'utiliser ses rêves, qui permet de faire beaucoup de rencontres, de voyages. C'est un métier qui s'intéresse aussi à la beauté. Et vous parlez tout de suite de la beauté de l'univers. C'est un beau métier, mais c'est quoi le beau exactement ? Alors ça, c'est une très bonne question. Et déjà, je voudrais faire une parenthèse sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que j'ai profité de la période Covid en quelque sorte? Il se trouve que je suis directeur de rédaction du journal européen d'astronomie et d'astrophysique, qui s'appelle Astronomie and Astrophysics, et on a été surpris. On s'attendait à ce que les gens, pendant cette période-là, enfin les astrophysiciens, aient une période d'inertie. Et après quelques mois, effectivement, où on a eu un peu moins d'articles, on a eu une poussée d'articles incroyable. Les gens se sont mis à écrire pour compenser peut-être le fait qu'ils ne se voyaient pas. Et on a tellement d'articles qui sont arrivés qu'on a maintenant un problème même de gestion du journal parce qu'on a trop de succès à cause du coup. Donc voilà, c'est une parenthèse. Alors, la beauté, effectivement, ça peut paraître une question qui n'est pas appropriée pour la science. J'imagine bien que certains de mes collègues scientifiques vont pas nécessairement apprécier l'emploi du terme de beauté. Et alors, il se trouve que, je le reprends parce qu'il y a un livre qui s'appelle 5 méditations sur la beauté de François Cheng, où François Cheng, donc de l'Académie française, dit l'univers aurait pu ne pas être beau, et pourtant il est beau. Alors, et dans ce livre, il explique que selon lui, la beauté, c'est l'existence de formes uniques, particulières, singulières, complexes. Alors, je ne suis pas philosophe, je ne serais pas capable de donner une définition parfaite de la beauté. Un autre point qui me vient à l'esprit, donc je cite une autre personne, c'est le philosophe Emmanuel Kant, qui dit, quand il parle de la beauté, il parle aussi de ce qui est sublime. Et il dit, quand on est face à quelque chose de sublime, ça pousse l'âme à s'élever, ça pousse la raison à essayer de se dépasser, à essayer de mieux comprendre les choses. Et donc, je me suis inspiré de ça pour dire 2 choses. La première, c'est 1. Pourquoi l'univers est-il structuré en forme complexe, particulière, singulière, alors qu'il est né d'une explosion ? Comment se fait-il que l'univers, avec ces particules qui ont été disséminées lors d'une explosion, a donné forme à des formes complexes ? On les appelle belles. Est-ce que c'est vrai ou pas ? On peut en discuter. D'ailleurs, on peut discuter de la beauté des images du ciel, qui sont à la fois fausses et vraies. Et donc ça, c'est une première question. Et la question est associée au fait que souvent, dans les cours de physique, ce qu'on apprend, c'est que l'univers tend vers toujours plus de désordre. Et ça a été utilisé même par beaucoup de gens comme Claude Lévi-Strauss, par exemple, qui dit « Les sociétés modernes sont des sociétés qui sont chaudes, qui créent de l'entropie et qui vont créer du désordre, tandis que les sociétés primitives sont froides, n'en créent pas. » Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit là. Oui. Je veux tout de suite m'arrêter sur la question
de l'univers qui crée de la beauté. Pendant qu'on parle, Oui. il y a des images qui passent derrière nous, des images qui montrent des étoiles, des nébuleuses, des galaxies, des nuages de gaz, avec des couleurs, avec des formes. Cette beauté donc de couleurs, de formes, etc., est-ce qu'elle est aussi de l'information ? Alors oui, c'est de l'information, à la fois parce que la beauté qu'on voit dans ces images, elle est d'abord artificielle, dans le sens où on a choisi certaines parties du ciel pour faire un zoom dessus, certaines orientations, et on va utiliser des filtres qui vont regarder l'hydrogène, le soufre, l'oxygène, qui sont à des longueurs d'onde très précises, qu'on va combiner d'une manière à ce que les couleurs soient belles. Et donc, il y a un côté artificiel qui fait qu'en fait, ces tableaux sont des faux. Ces tableaux sont des faux. Mais ce qui est vrai, c'est que lorsqu'un scientifique regarde un tel tableau, lorsqu'il voit du bleu ou du rouge, ça lui dit la chose suivante. Ça lui dit que là où il y a du rouge, il y a une maternité d'étoiles. Il y a des étoiles qui sont tellement massives qu'elles rayonnent de l'ultraviolet capable de détruire les atomes. Or, ces étoiles-là ont une espérance de vie de quelques millions d'années, donc elles viennent de naître. Et donc, ce qu'on est en train de voir, c'est un film grâce à la couleur. La beauté de l'image nous permet, à nous, scientifiques, de transformer une image en 2 dimensions en un véritable film qui s'étale sur des millions, voire des milliards d'années. On va même de la maternité jusqu'au cimetière. Jusqu'au cimetière. Exactement. Vous donnez des informations sur la quantité d'étoiles naissant dans la galaxie chaque année. Oui. Alors, vous allez me corriger mon souvenir n'est pas bon, mais vous dites chaque année dans la Voie lactée de notre galaxie, qui comprend entre 200 et 300 milliards d'étoiles, il naît à peu près 10 étoiles par an. Oui. C'est-à-dire 10 millions d'étoiles à la seconde dans l'univers. Alors, dans la galaxie, il naît à peu près 10 étoiles par an. Ouais. Et dans le temps de l'espérance de vie d'une étoile massive, qui est 10 millions d'années, donc avant qu'elle meure, il va naître 10 millions d'étoiles dans notre galaxie. Et dans l'univers, par chaque seconde, parce que l'univers est tellement grand, l'univers observable, le chiffre à retenir, c'est qu'il naît à peu près 10 000 étoiles par seconde. 10 000 étoiles par seconde, en ce moment. En ce moment, c'est-à-dire qu'entre le début et la fin de cette phrase-là, il est né 50 000 étoiles. Et si on va encore plus loin, vous dites aussi que ce taux de fécondité, en quelque sorte, il était 10 fois plus élevé il y a 13 milliards d'années. Oui, il y a 10 milliards d'années, il était 10 fois plus élevé. Il y a 10 milliards d'années, 10 fois plus. Et pourquoi je ne vais pas à 13 ? Parce qu'avant, c'est monté progressivement. Donc, il y a 13 milliards d'années, il était moins. Mais il y a 10 milliards d'années, il y a eu une sorte d'adolescence, de pleine vigueur de l'univers qui était 10 fois plus fécond. Alors, je vous ai emmené sur ce terrain-là parce qu'on touche là, en plus de l'espace, la question du temps. Oui. Est-ce que le temps de l'astrophysique, le temps que vous utilisez, si je puis dire, pour raconter une histoire, est un temps comme on le perçoit, je dirais de façon humaine, comme des secondes qui s'écoulent, comme un début, et puis quelque chose qui nous emmène vers une fin ? Alors, ça c'est une très bonne question, parce que, bon, d'abord le temps, c'est le point d'achoppement des 2 grandes théories, de la mécanique quantique et la théorie de la relativité d'Einstein. Ni l'une ni l'autre n'a de véritable explication au cours du temps. Donc cette idée de pourquoi le temps passe du passé au futur, en passant par le présent, c'est une question qui est toujours ouverte, qui est fondamentale. Et il se trouve que la meilleure explication qu'on ait pour expliquer pourquoi le temps coule, c'est le fait qu'il y a une véritable différence entre le passé et le futur. Et cette différence, c'est la suivante. Il y a 2 semaines, si on avait pu mesurer le nombre de photons qu'il y avait dans l'univers, il y en avait moins. Et dans 2 semaines, il y en aura plus. Photons, grains de lumière. Particules de lumière. Particules de lumière. Ça, c'est une constante. C'est que depuis le Big Bang, la quantité de photons n'a cessé d'augmenter. Et donc, en quelque sorte, c'est presque comme si le temps était l'incarnation de la prolifération de la lumière. Et cette prolifération de la lumière, qui peut paraître quelque chose d'un peu, virtuel, dit comme ça, en réalité, ça s'est fait au cours du temps par la structuration de l'univers en forme de plus en plus complexe, donc belle. Qu'est-ce qui produit la lumière ? Alors, ce qui va produire la lumière, c'est, dans un premier temps, prenons une pomme. Une pomme qui tombe d'un arbre. On dit toujours que Newton a imaginé la gravité par l'idée qu'une pomme tombe d'un arbre. Il s'est dit, elle tombe, elle est attirée par quelque chose. Bon, elle tombe. Sauf qu'au moment où elle tombe par terre, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'arrête. Pourquoi ?
Entre le moment où la pomme était en haut et le moment où la pomme est en bas, qu'est-ce qui s'est passé? La pomme, en tombant, a pris de la vitesse. Et donc, elle a gagné de l'énergie. Par exemple, si je mets un objet fragile sous la pomme peut le casser. Lorsqu'elle va toucher le sol, son énergie, qui est assez puissante, qui est liée à cette vitesse qu'on appelle de l'énergie cinétique, va tout entière se transformer en lumière infrarouge. Elle va chauffer légèrement le sol, la pomme elle-même. Et donc, le processus d'une pomme qui tombe d'un arbre, c'est un processus d'engendrement de la lumière. Dit autrement, lorsque de la lumière est créée, elle emporte avec elle l'agitation de la matière. Et du fait qu'elle emporte avec elle l'agitation de la matière peut se calmer, prendre forme et donner naissance à des galaxies et des étoiles. En d'autres termes, ce mécanisme, c'est celui grâce auquel la lumière sculpte la matière. Alors ça, c'est, je dirais, le cœur de votre livre. Pour moi, il y a deux cœurs. Il y a la lumière, c'est pour ça que je voulais qu'on reste sur la lumière, oui. Avec quelque chose que je trouve absolument merveilleux. Vous dites que ce qu'il produit de la lumière de façon la plus efficace, c'est la vie, c'est nous, par exemple. Oui. Alors, vous prenez l'exemple du nez, est-ce que vous pouvez nous le dire? En fait, donc, imaginons que vous soyez un atome, et vous avez la liberté de vous déplacer librement dans l'espace, ou bien aller dans le soleil, ou bien aller sur le bout de mon nez. Et votre objectif dans la vie en tant qu'atome, parce que vous avez un objectif dans la vie, c'est de produire le plus possible de lumière. Et dit de façon technique, ça revient à dire de produire le plus possible d'entropie, le second principe de la thermodynamique, et on produit de l'entropie via la lumière dans l'univers. On peut en reparler. Mais en tout cas, là, vous avez la possibilité de faire... Eh bien, l'atome choisira mon nez, le bout de mon nez, ou le vôtre, ou celui, ou d'aller dans n'importe quel être vivant. Pourquoi ? Parce qu'un être vivant produit 200 000 fois plus efficacement de la lumière que le Soleil. Si mon nez avait la masse du Soleil, ce que je ne souhaite pas parce que je ne connais pas de mouchoir assez grand pour le moucher, s'il avait la masse du Soleil, il produirait 200 000 fois plus de photons que le Soleil à chaque seconde. Donc, ça peut paraître troublant, mais si vous prenez 1 kilogramme de nez, il faut avoir un gros nez. Oui, il faut un gros nez. 1 kilogramme de pif. Vous comparez 1 kilogramme de pif à 1 kilogramme de Soleil, eh bien, vous allez voir que le kilogramme de nez va faire beaucoup plus de lumière en nombre de photons. Alors, d'une part, parce que prenez un atome dans le Soleil, combien de temps faut-il pour que cet atome fasse un photon? Donc, le Soleil, c'est 3,8 10 puissance 26 watts. C'est beaucoup. Mais il a une masse de 2 10 puissance 30 kilos. Donc, si on simplifie, ça veut dire qu'il faut 40 000 ans pour qu'un atome du Soleil fasse un photon. 40 000 ans. Nous, chacun de nos atomes, pour qu'il fasse un photon, il faut 2 mois. Et vous dites, ça c'est la preuve, entre autres, que la complexité dans l'univers a tendance, alors je ne sais pas si c'est tendance, mais à privilégier ce qui est plus efficace pour la production de lumière. C'est-à-dire, si vous suivez la piste de la lumière, en disant, voilà, au début, il y avait de la lumière, après, ça se structure, les étoiles, les galaxies naissent, produisent de la lumière, mais nous, c'est-à-dire quelque chose de plus complexe, la vie, qui est sans doute ce qu'on connaît le plus complexe aujourd'hui dans l'univers, et ce qui est de plus efficace, et c'est le mot efficace. Que voilà, c'est ça. C'est-à-dire que d'un point de vue purement scientifique, on peut se poser la question de savoir pourquoi y a-t-il de la vie sur Terre. Ouais. On peut se dire, certains vont dire, parce que l'homme pense, l'univers voulait que l'homme pense, ou je ne sais pas quoi. Mais d'un point de vue purement mécanique, on lit parfois le fait que la vie, l'émergence de la vie sur Terre, représente une rupture dans l'histoire d'un monde, d'un univers, qui tend vers toujours plus de désordre. Et comme la vie est une forme d'organisation de la matière, avec le code génétique, avec les cellules, avec tous nos organes, etc., au premier ordre, on pourrait penser que la vie semble être en contradiction, et donc il y a une sorte de miracle qui s'est produit sur une planète bleue, qui flotte autour d'une étoile, etc. Miracle de l'émergence de la vie. Mais d'un point de vue purement mécanique, si vous étiez de la matière qui subit les effets physiques de l'attraction gravitationnelle, etc., vous allez vous rendre compte que la propension de l'univers à créer toujours plus d'entropie, qui est la véritable clé du cours du temps, va conduire à la vie, parce que la vie produit plus efficacement de l'entropie que tout le reste. Dit encore autrement, plus la matière est organisée en structure complexe, et mieux elle libère son agitation sous la forme de lumière.
Et donc, la prolifération du vivant, lorsque des êtres vivants se multiplient, est la suite logique de la prolifération de la lumière, qui a commencé il y a 13,8 milliards d'années, en structurant la matière. Depuis le premier atome, qui est déjà plus structuré qu'un proton et un électron libre, la première molécule, la première étoile, la première planète, la première galaxie, jusqu'à la vie, l'univers n'a cessé de créer des formes de plus en plus, on va dire, belles. Alors, il faut vraiment qu'on s'arrête maintenant sur ce que vous dites sur l'entropie, le désordre, parce que ça nécessite d'être vraiment très très clair pour nos esprits. En fait, on a pensé, et je voudrais savoir pourquoi, on a pensé longtemps que on vit dans un univers qui a tendance à avoir un désordre qui augmente. Je voudrais savoir ce que veut dire désordre. Je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'on a pensé ça. Pourquoi est-ce que cette idée de ce qu'on appelle l'entropie, c'est-à-dire le désordre, s'est imposée. Et pourquoi vous nous dites, attention, piège, c'est pas un désordre, c'est un ordre, mais c'est différent. Enfin, voilà. Est-ce que vous pouvez être extrêmement clair sur cette affaire-là, parce que c'est vraiment pour moi la clé de la compréhension de ce que vous expliquez. Alors en fait, c'est simple. Je suis prêt à parier que personne dans cette salle peut se vanter de n'avoir jamais cassé un verre. D'accord ? Je pense qu'on a tous déjà cassé un verre. Par contre, personne ne peut non plus se vanter d'avoir un jour vu des morceaux de verre se combiner ensemble pour former un verre. C'est vrai. Donc, la logique, c'est que le sens naturel des choses, c'est que les verres cassent. Et pas qu'ils se mettent ensemble pour former des verres naturellement. Et des morceaux de verre disséminés par terre, c'est plus désordonné que des morceaux de verre qui se combinent dans un verre. Et donc, cette simple expérience qu'on peut tous faire est la base même de cette idée, de ce principe que l'orientation naturelle du cours du temps, c'est d'aller vers plus de désordre. Alors, Boltzmann, le physicien Ludwig Boltzmann, a formulé ça autrement. Il a dit, en fait, si je prends des morceaux de verre et que je vous les donne, le nombre de positions possibles des morceaux de verre pour faire un verre est beaucoup plus limité que le nombre des positions possibles des morceaux de verre par terre. Puisque vous pouvez les mettre un petit peu. Donc, en fait, une façon mathématique de décrire le sens du temps, c'est de dire que le temps s'écoule toujours vers l'état où il y a plus d'arrangements possibles des morceaux. C'est normal. S'il est peu probable qu'ils se mettent ensemble, c'est peu probable que ça arrive, tandis que si vous pouvez les mettre partout, n'importe comment, ça... Et donc le sens du temps, c'est d'aller vers ce qui est le plus probable, avec le plus possible d'arrangements de morceaux. Ça, c'est la version classique. Et maintenant, là où je dis qu'il faut faire attention, c'est que beaucoup de livres, même de physique, disent donc l'univers tend vers plus de désordre, les morceaux cassés. Or, si vous prenez les morceaux de verre et vous les jetez dans l'espace, ils vont faire un verre. Ils vont faire un verre, on appelle ça le Soleil. Ils vont tous se regrouper sous l'effet de la gravité. Parce que dans l'espace, les morceaux de verre, ils ne se mettent pas par terre. Ils sont attirés les uns par les autres par la gravité. Et qu'est-ce qui va se faire ? Qu'est-ce qui va se passer quand ils vont former le Soleil ? Ils vont créer encore plus de morceaux sous la forme de lumière. La lumière, ce sont des petits morceaux d'énergie. E égale mc2. Vous pouvez créer des morceaux de verre ou de lumière, peu importe, E égale mc2, c'est-à-dire l'énergie est équivalente à la matière. Et donc, il y a une manière encore plus efficace de faire des morceaux disséminés partout, c'est de subdiviser l'énergie en grains de lumière, qui sont les photons. Et la matière, comme si elle le savait, est allée se regrouper de manière organisée, faire un morceau unique qui est le Soleil. Pire, est allée créer des fusions nucléaires où l'hydrogène va créer de l'hélium, mais en sachant précisément qu'à chaque fois qu'elle fait ça, elle engendre beaucoup plus de petits morceaux sous la forme de photons et donc d'entropie que si elle était disséminée au hasard. Donc c'est la gravité qui fournit l'énergie, oui. Et c'est la lumière qui la subdivise, qui est à l'origine des formes de l'univers. Oui. Et comme il y a une production de plus en plus importante de lumière, oui. Il y a de plus en plus de complexité dans l'univers. Exactement. Exactement. Alors on peut se dire, bon, alors prenons ce principe-là, c'est une grille de lecture. Disons-nous, c'est une grille de lecture, voilà, peut-être que l'univers, c'est une machine à proliférer la lumière, une machine à photolifération. Alors, utilisons ça juste comme un principe pour lire l'histoire de l'univers. Est-ce que ça marche ?
Alors, déjà, au tout début de l'histoire de l'univers, l'énergie a créé de la matière et de l'antimatière. Si la lumière avait été toute seule, elle ne peut pas se multiplier toute seule. La lumière ne peut pas s'auto-multiplier. Donc, elle s'est transformée en matière et antimatière. Et là, il y a un principe qu'on ne comprend pas, qui fait qu'il y a eu une dissymétrie entre matière et antimatière, et qui fait qu'il est resté de la matière après toutes les annihilations de particules de matière et antimatière. Donc ça, c'est la première fois où quelque chose va favoriser la matière avec ses charges électriques, qui ensuite va pouvoir faire de la lumière. Lorsqu'un proton passe à côté un électron passe à côté d'un proton, il perd son énergie sous forme de lumière. Bon. Mais là, tout de suite, on peut se dire, il y a un problème, parce qu'il existe dans l'univers des neutrons. C'est des particules qui n'ont pas de charge électrique et qui ne font pas de lumière. Eh bien, prenez un neutron, jetez-le dans l'espace, comme il ne fait pas de lumière, il se désintègre en 15 minutes. Par contre, si vous voulez faire plus efficacement de la lumière, vous faites des atomes. Parce que lorsque vous avez un atome, si vous shootez dedans, il va vibrer, il va faire de la lumière. Et ça, ils se shootent dedans les uns les autres, ils passent leur temps à faire ça, et comme ça, ils font de la lumière par la mécanique quantique. Or, vous ne pouvez pas faire d'atomes si vous n'avez pas de glu, il faut des neutrons. Maintenant, vous mettez le neutron dans le noyau d'atome, et là, il vit éternellement. Il y a une chose qui m'amuse beaucoup, c'est quand vous dites il y a une chose qu'on ne comprend pas. En parlant de lumière, moi, ce que je regarde, c'est aujourd'hui, quand on regarde la répartition connue de la matière dans l'univers, alors je prends les chiffres en ma possession, 69% d'énergie noire. 69% d'énergie noire qu'on ne connaît pas. Juste presque 70% de l'univers inconnu. Il reste 31% total matière, et dans ces 31%, donc il y a 80% de ces 31% qui sont de la matière noire, donc qu'on ne connaît pas, on est d'accord, et 20% de matière normale, entre guillemets, c'est-à-dire des étoiles, des nébuleuses, des galaxies, etc. etc. Donc, je ne vais pas dire que c'est une science bâtie sur du sable mouvant, qu'on ne voit pas, mais je constate juste que l'essentiel est invisible, comme aurait dit le Petit Prince, et que, pour le contre, l'essentiel est aussi noir, ou en tout cas appelé noir. C'est quand même un problème pour quelqu'un qui nous explique que la lumière est au centre de la compréhension de l'univers. C'est d'autant plus un problème que je me suis posé le même problème, et je me suis dit, cette grille de lecture a une limite, c'est cette matière noire, et même les trous noirs, et l'énergie noire. Pourquoi faire des choses qui ne font pas de lumière si l'univers avait cette propension à faire de la lumière ? Oui. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que le fait qu'on soit capable de dire que l'univers est constitué de choses qu'on ne comprend pas, c'est de la connaissance. La différence pour moi qu'il y a entre un scientifique et puis un partisan d'une théorie complotiste ou de fake news, etc., c'est que le scientifique considère l'ignorance comme faisant partie du savoir. En fait, vous apprenez à mesurer votre degré d'ignorance. Oui, et on le quantifie. Parce que c'est Nicolas Decuzes qui avait dit il y a une forme de docte ignorance. Et lorsque vous rencontrez quelqu'un qui est sûr de lui à tel point qu'il n'a aucun doute, méfiez-vous. Parce que là, ça devient dangereux. Le contraire de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, c'est la certitude. Et comme tout le monde, moi, ça m'est arrivé dans mon travail de passer des moments où j'étais sûr de moi. Ça a été des moments qui ont été dénués de toute fécondité scientifique à un point incroyable. J'aurais dû être viré. Pourtant, on peut avoir une conviction, croire au sens, pas de Dieu, mais je crois fermement à ça. Enfin, c'est une intuition même. Ça, c'est pas une. Oui, bien sûr. On doit. J'irai même plus loin. Je pense qu'il faut être complètement biaisé. Il faut avoir des points de vue, il faut avoir des convictions qu'on va tester, parce que si on n'a pas un a priori, on ne peut pas le tester. Le problème, ce n'est pas de lancer des hameçons avec des vers dans l'eau pour essayer d'attraper un poisson. Le problème, c'est d'être sûr que là où j'ai mis mon hameçon, il y a un poisson. C'est ça le problème, c'est que si on veut pêcher, il faut bien lancer des hameçons, mais on ne peut pas être sûr qu'à chaque fois, il y a un poisson. Et donc, au moment où il n'y en a pas, il faut être capable de dire « je vais aller ailleurs ». Et c'est ce moment-là qui est fondamental. On peut revenir au noir ? Alors, pour revenir au noir, la matière noire, c'est une matière qui s'appelle comme ça parce qu'elle ne produit pas de lumière. Mais on s'est rendu compte d'une chose. Quand on regarde le plus loin possible dans l'univers, donc le plus loin possible dans le temps, il y a 13,8 milliards d'années, on sait que l'univers était une sorte de soupe primordiale faite de très légères
hétérogénéité si légère qu'entre ces hétérogénéités et le reste de la matière, il y a une différence de 1 pour 100 000. Des petits grumeaux. Des tout petits grumeaux de 1 pour 100 000. C'est vraiment imperceptible. Et ces petits grumeaux vont croître au cours du temps grâce à la gravité. Alors, de combien va croître un grumeau en 13,8 milliards d'années depuis ce décalage vers le rouge de 1000 qui est le fond diffus cosmologique? D'un facteur 1000. C'est-à-dire que les grumeaux devraient être aujourd'hui de 1 pour 100, au lieu d'être pour 1 pour 100 000. C'est la seule chose que peut faire la gravité à partir de ces grumeaux. Or, les différences, les grumeaux que nous sommes, les étoiles, les galaxies, etc., c'est des milliards de fois plus que ça. Et donc il y a un problème essentiel, c'est qu'il est impossible, à partir des grumeaux qu'on montre dans cette très belle image du fond cosmologique, et la gravité, il est impossible de faire des galaxies, des étoiles, tout ça. C'est impossible. Et donc de faire de la lumière, puisque c'est ces structures qui font de la lumière. La seule façon, c'est qu'il y ait de manière invisible dans cette image des puits de gravité, des cavités dans l'espace-temps, qui ont été creusées par une forme de matière invisible, la matière noire. Et dans ces cavités, la matière normale va couler et va donner naissance aux galaxies, etc., etc. Donc si la matière noire existe, c'est la clé pour faire des structures qui font de la lumière. Si par contre elle n'existe pas, il faut changer toutes les lois de la physique. Il aurait fallu l'inventer en fait. Il aurait fallu l'inventer, ou bien il faut carrément se dire que la gravité n'est pas ce qu'on croit, ce que certaines théories proposent. Mais à ce moment-là, dans tous les cas de figure, il y a un changement de paradigme majeur. Vous écrivez que au cœur des galaxies, on trouve des trous noirs hypermassifs. Et je dirais que c'est... Alors, vous avez un terme... Vous écrivez les trous noirs au cœur des galaxies sont l'équivalent des noyaux des abricots. Oui. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on prend un abricot, il vient toujours avec son noyau. Ouais. Et de la même manière, on s'est rendu compte que on pensait que c'était des cas exceptionnels, les trous noirs supermassifs. Et en réalité, on s'est rendu compte que quand on prend une galaxie, elle a toujours un noyau sous la forme d'un trou noir. Et la clé, c'est que le noyau participe à la vie, à la naissance de l'abricot. De la même manière, les trous noirs, on pense qu'ils participent à la naissance, à la vie des galaxies. Et alors, un trou noir, ça ne fait pas de lumière, ça bouffe des étoiles. Donc on peut se dire, un truc qui bouffe des étoiles, c'est pas un truc qui aide à faire de la lumière. Sauf que les trous noirs participent à la prolifération de la lumière de 3 manières différentes. Premièrement, lorsque de la matière tombe dans un trou noir, elle chauffe à des millions de degrés et elle rayonne autant que 1000 milliards de soleils. C'est ce qu'on appelle les quasars. Les trous noirs galactiques. Donc là, déjà, on convertit l'énergie de gravité en lumière avec une efficacité monstrueuse. Deuxièmement, et ça c'est les travaux de Bekenstein, Wheeler, Hawking qui ont montré ça, vous mettez un trou noir dans l'espace, rien d'autre. L'espace qui est ce qu'on appelle le vide quantique, le trou noir a la capacité de transformer le vide quantique en lumière. C'est ce qu'on appelle le mécanisme d'évaporation des trous noirs. Et à la fin de ce processus d'évaporation, qui s'accélère à mesure que le trou noir s'évapore, il finit par se volatiliser entièrement en rayons gamma de lumière. Enfin, de lumière, ce n'est pas de la lumière visible, ce sont des particules, des photons, donc dans le domaine des gamma. Et donc, il a converti toute la matière qui est allée dedans en lumière. Il refait l'inverse du Big Bang. Le trou noir est une machine à remonter le temps qui vous ramène à l'état d'énergie pure de lumière. Et donc, le trou noir est une machine à lumière, mais encore plus efficace. Et donc, matière noire et trou noir sont finalement les meilleurs serviteurs de la lumière. Alors l'énergie noire, c'est plus subtil. Parce que l'énergie noire, certaines études montrent qu'elle engendre, du fait d'une accélération de l'expansion de l'univers, elle engendre ce qu'on appelle un horizon des événements, qui est une limite au-delà de laquelle, même si un événement se produit, on ne le verra pas. Comme l'explosion d'une étoile, par exemple. Et ça, c'est exactement la définition du bord d'un trou noir. C'est-à-dire que c'est trop loin, ça va trop vite pour que du la fait de lumière nous arrive. C'est ça. Parce que si, imaginons qu'une étoile explose très loin, au bout d'un certain temps, la lumière va très loin de nous. Très loin. À des milliards de kilomètres. D'accord. Et donc, si elle est, par exemple, à 10 000 milliards de kilomètres, eh bien, on verra l'explosion dans un an. Si elle est à 10 000 milliards de kilomètres, on verra l'explosion dans un an. Mais maintenant, avec l'expansion qui accélère, du fait de cette énergie noire, ça s'étend de plus en plus vite. La lumière n'arrive pas à remonter le courant. Et donc, en fait, elle ne vous arrivera jamais, à tel point que l'univers devient amnésique. C'est-à-dire que le nombre de galaxies qu'on peut voir diminue comme peau de chagrin au cours du temps. Et dans un futur prévisible calculable,
on ne pourra plus rien voir d'autre que la galaxie d'Andromède qui est à côté de nous, à côté de laquelle on a fusionné, et puis plus rien. Et donc, dans un lointain futur, l'être vivant dans une planète qui sera vivante à ce moment-là sera incapable de lire ce livre d'histoire qui est l'histoire de l'univers. Alors, mettons ça de côté. Cette limite qui fait qu'on ne peut pas remonter le cours au-delà de cet horizon des événements, c'est analogue à l'horizon d'un trou noir. Et donc, il se produirait là quelque chose de nouveau analogue au trou noir. En tout cas, c'est ce que certains disent. Mais là, je n'irai pas beaucoup plus avant parce que cette énergie noire est encore plus inconnue. Il y a un satellite qui va être lancé en février 2023 dont l'objectif, c'est de caractériser l'énergie noire. Attendons un peu pour savoir. Il y a un paradoxe apparent, mais vous êtes en train de nous expliquer ce que l'astrophysique, la cosmologie actuellement comprend de l'univers, qui est extraordinaire par rapport à ce qui se passait il y a un siècle ou un siècle et demi. D'ailleurs, vous racontez dans votre livre que les premiers observateurs, ceux qui essayaient de mesurer les vitesses des nébuleuses, enfin ce qu'on pensait des nébuleuses qui sont des galaxies, découvrent au début du XXe siècle qu'elles s'éloignent. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, autant d'informations, autant d'hypothèses, autant de théories soient arrivées? Vous vous rendez compte, si vous aviez rencontré Edwin Hubble, il n'est pas mort il y a si longtemps que ça, en quelque sorte, quand il faisait ses premières observations, vous vous rendez compte de ce qui nous sépare en termes d'informations et de connaissances aujourd'hui? Oui, alors, entre Edwin Hubble et son prédécesseur, il y a 1 mètre. C'est-à-dire que le télescope le plus grand du monde, avant que Edwin Hubble mesure la présence de galaxies extérieures à la nôtre, avec des pulsations d'étoiles, des céphéides, ou l'expansion de l'univers, on est passé d'un télescope de 1,50 m à un télescope de 2,50 m. Avec 1 mètre de plus, il a vu des choses qu'on ne voyait pas. Tout ça pour dire que l'exploration observationnelle de l'univers, à partir de technologies de plus en plus sophistiquées, et le 18 décembre prochain, on va passer du télescope Hubble, qui avait un diamètre de 2,40 m, qui est à peu près le même diamètre que le diamètre du miroir qu'utilisait Hubble dans les années 20, mais sur Terre. Mais là, on bénéficie de voir au-delà de l'atmosphère. On va passer d'un 2,40 m à un 6,50 m. Le 18 décembre de cette année va être lancé le James Webb Space Telescope, qui va faire gagner 4 mètres. Alors, à chaque fois qu'on a ouvert une nouvelle fenêtre dans le spectre électromagnétique, à chaque fois qu'on a obtenu une finesse d'image plus fine, etc., on a eu des surprises extraordinaires. Et c'est un peu pour ça qu'on a vécu un siècle d'or et qu'on vit un siècle d'or de l'astronomie, c'est que des outils prodigieux à explorer l'invisible se déploient et nous permettent de voir dans l'invisible des choses qu'on n'avait pas du tout imaginées et conduisent les scientifiques à imaginer des théories les plus folles les unes que les autres. Il y a des théories qui sont tellement folles qu'on n'oserait même pas en faire un film scientifique, un film de science-fiction. Vraiment? Oui, oui. Il y a une des théories pour la matière noire, c'est quand même que la matière noire, ce sont des points d'ancrage, de connexion avec des dimensions parallèles, et que régulièrement il y a un clash entre les dimensions parallèles et nous, ça met le feu, tout explose, ça repart à zéro, et que donc en fait ceux qui croient en fantômes, c'est des débutants. Mais qu'est-ce qui fait qu'une théorie folle n'est pas retenue? C'est qu'elle ne fait pas de prédiction vérifiable, mesurable, observable. En fait, elles sont retenues par leurs promoteurs. Oui. Ils y croient. Ils y croient jusqu'à ce qu'ils arrivent à montrer que avec moins d'ingrédients, ils arrivent à faire la même recette. Et donc, c'est toujours cette idée du rasoir d'Occam. On essaye toujours d'expliquer le plus possible de choses avec le moins possible de paramètres libres. Mais quand on en arrive effectivement au constat d'aujourd'hui que l'ignorance arrive à 95%, ça fait que parmi les théories folles, il y en a une que j'aime beaucoup, qui est celle de la gravité émergente, et où des gens, ou même du principe holographique, où on peut... je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais c'est complètement dingue qu'aujourd'hui, il y a des scientifiques qui sont payés, salariés, qui sont pas sur la plage, ils sont payés pour dire ce que je vais dire là. Ils sont payés pour dire que le monde dans lequel on vit n'a que 2 dimensions, et qu'on vit dans un hologramme, et qu'on croit qu'on vit à 3 dimensions, mais c'est pas vrai. Et ils le montrent. Mathématiquement, c'est possible. Et ils disent même que c'est pour ça qu'on croit qu'on n'arrive pas à réunir la théorie de la relativité à celle de la mécanique quantique, tout simplement parce que c'est une illusion. Et comment vous analysez ça? Enfin, ça vous amuse, vous dites que ça peut être utile que des gens aient des hypothèses folles parce que finalement ça procède comme ça la connaissance. J'adore la phrase de John Wheeler qui dit « Le monde est fou et donc si on veut le comprendre, il faut être fou ».
Je pense que le jour où chacun d'entre nous a entendu dire que le temps s'écoule différemment selon la vitesse à laquelle on se place, au moment où on parle, les horloges qui sont dans les satellites GPS voient le temps s'écouler plus vite que si elles étaient sur Terre, c'est quand même un peu dingue. Que si jamais on ne corrigeait pas du fait que quand on s'éloigne de la Terre, le temps accélère, nos GPS seraient faux de 15 km au bout de 24 heures. C'est quand même dingue. C'est pas un truc subtil d'astrophysicien, c'est un truc qu'on vit toujours, tous les jours. C'est-à-dire, si vous vous trompez de 15 km avec votre voiture, c'est une question de vie ou de mort si vous êtes près d'une falaise. Donc, si je prends une horloge atomique d'aujourd'hui et que je la mets par terre et que je la soulève un petit peu par rapport au sol, je vois le temps accélérer. Donc ça, c'est complètement dingue. Et c'est vrai, c'est mesuré. Alors, dire à un scientifique qui a une idée dingue, ton idée est dingue, donc elle est fausse, il vous regarde avec un petit sourire narquois. Ouais. Est-ce que ça veut dire que c'était un peu la même chose lorsque quelqu'un est arrivé en disant le soleil qui se lève à l'est se couche à l'ouest, il ne tourne pas autour de la Terre, mais c'est la Terre qui tourne autour de lui. C'est un peu le même principe. Exactement. C'est complètement dingue, surtout que pour moi, ce qui est le plus troublant là, c'est encore plus troublant, et c'est quelque chose qui s'est passé. Je pense que ça, pour moi, ça c'est très important par rapport à. C'est d'ailleurs ce que je raconte dans le livre. C'est qu'on pourrait croire que toutes ces histoires-là, c'est des histoires de scientifiques qui parlent de l'univers lointain et finalement en quoi ça nous concerne. Et en réalité, je pense que ce qui se passe en science reflète ce qui se passe pour l'humanité de manière globale et que ça a des implications sur notre pensée, sur notre place dans l'univers qui sont majeures. Lorsqu'on dit que le ciel ne tourne pas autour de nous, mais que c'est la Terre qui tourne sur elle-même, qui allait de pair avec le fait que la Terre tourne autour du Soleil. Ça a l'air de rien aujourd'hui. La Terre tourne sur elle-même. Mais pensez à ça pendant quelques secondes. Si la Terre ne tournait pas sur elle-même, alors ça veut dire que les étoiles qui sont autour de nous tournent autour de nous. Donc en gros, c'est un peu comme si la salle qui est là tournait autour de moi. Bon, déjà, ça donne un certain sentiment. Imaginez que si tous les 7 milliards d'humains tournaient autour de moi, je commencerais à me dire, je ne suis pas n'importe qui quand même. Bon, donc on était ça, nous. Avec une certaine gravité. Oui, la gravité, moi je connais, ma femme me reproche d'ailleurs. Et donc vous avez 7 milliards d'humains. Alors aujourd'hui, c'est ça. Alors à l'époque, c'était pas 7 milliards de personnes, c'était des milliers d'étoiles qui tournaient autour de vous. Donc, et puis l'empereur de Chine il était au centre de ce truc-là, au centre de cet interdit. Bon. Et puis là, tout d'un coup, il y a un type qui vient et qui vous dit non, en fait, ça tourne pas du tout autour de vous, vous êtes sur une chaise roulante qui tourne et vous êtes en train de tourner sur vous-même. Et donc en fait, il ne se passe rien. Et bien qu'est-ce qu'il a fait en faisant ça? Il a enlevé le lien qu'avait l'homme avec la Terre. Parce que lorsque le ciel tournait autour de nous, il tournait autour d'un axe qui s'appelait l'axe du monde, qui était un cordon ombilical, comme celui du bébé avec sa mère, qui reliait l'humanité au ciel. Et en disant que le ciel ne tourne pas autour de nous, mais qu'on tourne sur nous-mêmes, il a coupé le cordon ombilical, et donc il a provoqué un cri et de désespoir, il a désacralisé quelque part le ciel, et on a perdu notre connexion avec le lieu de l'éternité. De là a suivi une espèce de chute de la religiosité. De là va venir Newton qui va dire « moi je vous donne la physique pour expliquer ça », puis Laplace qui dit « on n'a pas besoin de l'hypothèse Dieu », etc. Tout ça vient d'avoir coupé un cordon ombilical. Or, on ne le dit pas quand on explique la physique, on dit « regardez, la force gravitationnelle est inversement proportionnelle au carré de la distance », des trucs comme ça. On ne dit pas « vous savez, vous devriez voir un psy », parce qu'on a été coupé du cordon ombilical qui nous relie avec le ciel. L'humanité n'est pas allée voir un psy. Et qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui ? On n'est pas en train de couper un cordon ombilical, on est en train de dire que 95% de l'univers est fait d'un truc qu'on ne comprend pas. Que la matière dont on est fait n'est finalement qu'un pouillème. Qu'on n'est pas... etc. Il y a une application. Hubert Reeves est arrivé dans les années 80 en disant « nous sommes tous des poussières d'étoiles ». Oui. Là, il y a eu une prise de conscience de ce qu'il y avait un lien qui pouvait être restauré. Oui, tout à fait. Il y a deux choses. Il y a d'une part le fait qu'on descend des étoiles, c'est magnifique, qu'il a fallu tous ces creusets chimiques pour nous faire. Puis en même temps, la poussière, c'est le truc qu'on passe dans l'aspirateur quand il marche bien, et puis qu'on jette. Et donc, est-ce que c'est bien ou pas bien d'être de la poussière d'étoiles? Parce qu'on vient des étoiles et en même temps on est de la poussière. Et maintenant, si on dit, mais attendez, nous, là, Alain Sirou et David Elbaz, c'est ce qu'il y a de plus beau dans l'univers. Et chacun des gens qui sont dans la salle. On est beau. Alors c'est vrai aussi du poulet, c'est vrai aussi du serpent et du scorpion. Hein. Tout ce qui est vivant. Pourquoi? Parce que finalement, il a fallu 13,8 milliards d'années d'organisation de la matière pour arriver à cette machine extraordinaire qu'est la vie.
Alors, on va y arriver, mais c'est marrant parce que vous avez utilisé le mot Dieu, et en venant ici à Montrouge par le métro hier, il y avait des grandes affiches dans le métro pour faire la promotion d'un livre qui n'est pas le vôtre, mon cher David, et qui... alors, c'est titré « Et si Dieu existait ?» Point d'interrogation. C'est sous-titré « L'épreuve par la science nouvelle, alliée de Dieu, etc. » Là aussi, on a encore la tentative d'essayer de relier l'activité scientifique à une croyance. Mais comment vous l'analysez ? Pour moi, c'est une forme de syncrétisme. Et donc, je vais essayer de donner quelques images pour donner un peu mon point de vue là-dessus. Par exemple, lorsqu'on regarde le monde avec l'œil gauche, on le voit en 2 dimensions. Lorsqu'on regarde le monde avec l'œil droit, on le voit en 2 dimensions. Et si on accepte de regarder le monde avec chacun des 2 yeux, avec leur regard différent, apparaît une profondeur, une autre dimension. Pour moi, la science voit le monde avec sa capacité rationnelle d'appréhender le monde. Et certains scientifiques ont une vision qui dépasse la science, qui est spirituelle, qui est une croyance, un acte de foi, etc. D'autres ne l'ont pas. Mais ça serait mentir aux gens que de leur dire, vous voyez, telle molécule fait ça, la vie est apparue sur Terre, donc Dieu existe. Ça serait mentir même à celui qui croit. Pourquoi ? Parce que le fait que la vie soit apparue sur Terre, comme je disais, c'est justement une résultante logique d'une évolution naturelle de la physique, c'est pas une rupture. Mais si par contre on dit, en physique, la vie est un miracle, elle n'aurait pas dû exister puisque l'entropie augmente, donc le désordre augmente. À ce moment-là, il n'y a plus qu'une seule solution, il faut inventer un miracle. C'est arrivé à Newton. Lorsque Newton a vu que la Terre était attirée par le Soleil, sans rien entre les deux, mais il était dans la merde. Non mais mettez-vous à sa place, c'est de la magie, c'est de la télékinésie. Donc le révérend Bentley lui dit, mais génial, Newton, j'ai compris le truc, c'est la preuve de Dieu. Et Newton était croyant, il dit, mais non, c'est pas la preuve de Dieu, il y a un fluide, il y a un truc, il y a un machin, il trouve pas. À la fin, il dit, bon, bah c'est Dieu, le grand horloger. Puis maintenant, on sait que c'est pas ça. Mais imaginez qu'il ait dit, c'est la preuve de Dieu. Et puis qu'un type arrive, il dit, non, non, c'est le champ de gravité qui s'appelle Albert Einstein, et il prouve que les horloges, etc. À ce moment-là, on a prouvé que Dieu n'existe pas. Et donc celui qui est croyant, il perd tout. Et son acte de foi, il en fait quoi ? L'abbé Georges Lemaître, lorsqu'il a vu que l'univers était né du Big Bang, qui est presque la démonstration de l'acte de création par excellence, il est allé voir le pape, il lui a dit, fais pas le con. Ne leur dis pas que c'est la création. En latin. Fais pas le kunum. Il lui a dit. Ça a été enregistré, c'est sur YouTube. Et il lui a dit, tu peux pas faire ça. Parce que le pape lui dit, mais pourquoi ? On a enfin la preuve. Il dit, non, parce que demain, si un type dit que c'est faux, on perd tout le business. Vous interrogez, et on en a parlé un tout petit peu, mais est-ce que l'organisation de l'univers que l'on voit là, depuis 13 milliards d'années, le viron étant une bonne unité de mesure dans cette affaire-là, environ, qui conduit à l'apparition de la vie sur Terre, la complexité... Beaucoup l'unité du viron. Le viron, c'est pas mal. Qui conduit à la complexité. Est-ce que ça permet aujourd'hui, alors non pas de croire, mais d'espérer très fortement que c'est une banalité dans l'univers, ou est-ce que, je dirais aujourd'hui, on est encore seul, tant qu'on n'a pas démontré qu'on est multiple? Je dirais les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que d'une certaine manière, tant qu'on n'a pas démontré qu'il y a de la vie ailleurs, on ne peut pas être sûr qu'il y a de la vie ailleurs. Alors aujourd'hui, il s'est passé des choses. On a beaucoup progressé dans la découverte des briques pour aller jusqu'à la Terre et la vie. On a découvert plus de 4000 exoplanètes. On a découvert que les planètes migraient au cours de leur histoire et qu'il y a eu tout un tas d'événements qui ont permis à la Terre de recevoir de l'eau, d'avoir sa stabilité, etc. Certains de mes collègues en déduisent que donc nous sommes seuls dans l'univers parce que c'est encore plus compliqué que ce qu'on pensait. Mais sauf qu'on ne pensait pas, vu qu'on ne savait pas de toute façon. Donc, moi j'aurais tendance à dire que la vie est apparue sur Terre quasiment au moment où c'était possible. C'est-à-dire que la Terre est née il y a 4,56 milliards d'années, était bombardée par des météorites et des comètes pendant 1 milliard d'années, et puis juste après, pouf, la vie est apparue. Alors c'est peut-être un coup de peau. Mais ça donne un indice que c'est peut-être pas si inefficace. Deuxième indice, nos acides aminés sont tous de même symétrie gauche. Et ça, on pense que c'est un indice possible du fait que la symétrie
que la dissymétrie des molécules a été produite dans l'espace interstellaire par l'interaction avec la lumière polarisée, etc. Bon. Et donc la recette commence dans le ciel. Et la troisième chose, je dirais, c'est que, pour moi, le fait que la vie soit capable de produire plus efficacement l'entropie que même le Soleil, ça donne à penser qu'elle existe ailleurs. Il y a même un type qui s'appelle Jeremy England, qui est un biophysicien au MIT, qui en 2011 a écrit un article où il s'est rendu compte que quand on regarde la duplication de l'ADN, ça engendre beaucoup plus d'entropie que d'ordre. Pourtant, on est en train d'écrire le code génétique, et bien ça crée plus d'entropie sous la forme de chaleur et de lumière. Et il propose la chose suivante, il dit, vous prenez des atomes, vous les jetez, vous leur donnez un peu d'énergie, ils finiront bien par faire de la vie. Parce que la vie, c'est ce qui répond le mieux à la propension de la matière à faire de l'entropie. Donc lui, il va encore plus loin, il dit la vie est inévitable, il y a même une force anthropique. Et donc la vie serait le produit d'une force anthropique. Une propriété émergente. Une propriété émergente. Certains expliquent la matière noire avec une force anthropique d'ailleurs. C'est pas le plus reconnu, mais... Et donc c'est une de ces théories originales. Et donc une théorie qui dit qu'il y a une sorte de force d'organisation de la matière. Alors moi, dans ce que je constate que la matière s'organise de plus en plus, produit de la lumière, et que ça répond à la propension de l'univers. Lui, il va plus loin. Il dit qu'il y a une sorte de force qui fait que c'est inévitable. Quand on a exploré le système solaire avec les sondes Pioneer, Voyager, etc., la première chose qui est apparue, c'est la diversité, l'extrême variété. Il n'y a rien qui ressemble à rien. Tout est unique, vraiment. Oui. Et vous le dites d'ailleurs, il n'y a pas une étoile qui ressemble à une autre, il n'y a pas une galaxie qui ressemble à une autre. Et aujourd'hui, quand on regarde les exoplanètes, donc on peut considérer que c'est un sous-produit de la formation des étoiles, chaque exoplanète semble vraiment extrêmement différente. Exactement. Est-ce qu'on peut, je dirais, encore une fois, sans en avoir la preuve, se dire que nous sommes aussi là, à l'aube d'une révolution, peut-être parce que les distances sont très grandes, on ne peut pas avoir d'informations sur l'existence d'une activité biologique à l'extérieur, mais si on en a une, alors ça veut dire qu'il y en a partout. Oui, je pense que oui. C'est de même que Aristote avait dit, s'il y avait un deuxième centre, parce qu'il pensait que tout tombait vers le bas, et qu'il y avait un seul bas, le centre de la Terre. Il a dit, si jamais on trouvait un deuxième centre dans l'univers, alors il y en aurait une infinité. Et quand Galilée a pointé sa lunette sur Jupiter, et il a vu qu'il y avait des lunes de Jupiter, il y avait un deuxième centre, donc là, c'était... De la même manière, si on voit de la vie une fois ailleurs, alors, pas sur la Lune, pas nécessairement sur la Lune ou sur Mars. Pourquoi ? Parce que il peut y avoir un splash d'une météorite sur Terre qui envoie des gouttes avec des bactéries qui vont aller soit sur la Lune, soit sur Mars, et qui viennent d'ici. Ou inversement, on est peut-être tous martiens, on serait peut-être un splash de Mars. Et donc les extraterrestres sont là. Mais par contre, si on voyait de la vie sur une planète autour d'une exoplanète, par exemple, le James Webb, qui va être lancé le 18 décembre, aura la capacité d'étudier les molécules dans les atmosphères d'exoplanètes et qui font partie d'un outillage pour progressivement avancer vers la quête de la biosignature, la signature de présence de vie dans les atmosphères. On n'en est pas là, mais on avance avec ça. Alors là, moi je dirais que oui, il y en a partout. Alors maintenant, l'unicité de la Terre est claire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux planètes comme la Terre. Ça, je pense qu'on peut presque en être sûr, il n'y a pas deux galaxies pareilles, etc. Mais du fait qu'il n'y a pas deux galaxies pareilles, ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas suivre des lois universelles toutes les deux. Par exemple, un éléphant et un écureuil n'ont rien à voir. Mais vous prenez 1 kilogramme d'éléphant et 1 kilogramme d'écureuil, ils sont tous sur la même loi, qui est que l'espérance de vie d'un éléphant est plus longue que celle d'un écureuil, mais chacun aura 1 milliard de pulsations cardiaques. Tous les animaux ont droit à 1 milliard de pulsations cardiaques. Et ils sont sur cette corrélation. L'éléphant le fait plus lentement, l'écureuil le fait plus vite. La partition est la même, c'est le tempo qui est différent. Et donc, c'est pas parce qu'un écureuil est différent d'un éléphant qu'ils ne sont pas faits, qu'on prend 1 kilogramme d'écureuil et d'éléphant, des mêmes principes universels de conversion de la lumière, de conversion des macromolécules en énergie, etc. Et donc, il existe des principes universels derrière. Toute la question, c'est existe-t-il des principes universels qui favorisent le vivant ? Moi, je pense que oui. En tout cas, ce que l'on observe dans l'histoire du vivant, c'est aussi des grandes catastrophes. Aujourd'hui, vous nous exprimez des connaissances qui sont, et des doutes, et de la recherche qui est absolument fascinante. On est aussi à une période charnière où on doit affronter au moins 2 crises majeures, la crise climatique, la crise de la biodiversité, et pas seulement. La vie aussi
comporte ce risque de ce qu'elle puisse totalement disparaître. Oui, alors ça c'est une très bonne question justement dont je parle à la fin du bouquin, c'est qu'aujourd'hui, on constate une éco-anxiété. Et je pense que l'astrophysique a quelque chose à dire par rapport à ça, parce qu'elle étudie justement les lois universelles et elle essaye de voir un peu comment des principes un peu invisibles sont derrière des grands mouvements. Souvent, avant un changement de paradigme majeur en physique, il y a eu des étranges coïncidences. Par exemple, Einstein a vu une étrange coïncidence. Si je suis dans une fusée qui accélère, ça se comporte comme la gravité. C'est une étrange coïncidence. Ou Copernic a vu que les planètes tournaient autour des planètes, du Soleil avec une certaine vitesse et sur des épicycles à la même vitesse ensemble. C'est une étrange coïncidence. Bon, de là a découlé une coïncidence. Aujourd'hui, il y a une nouvelle étrange coïncidence. Nous vivons des problèmes planétaires. La pandémie, le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources naturelles, la pollution, etc. Bon. Au moment où, pour la première fois dans l'histoire, les Nations Unies prévoit une stabilisation de la population mondiale autour de 10 milliards dans les quelques décennies qui viennent. Or, lorsqu'un système vivant atteint sa taille adulte, il devient responsable et il devient capable d'agir en tant qu'adulte. Et le biosystème humanité est en train d'atteindre une taille adulte. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça se passe au même moment où, pour la première fois dans l'histoire, on dispose d'un moyen de communication planétaire instantané qui est Internet, avec tous les inconvénients qu'on connaît Internet. Mais la convergence de ces trois choses, problème planétaire, le moyen de communication instantané et stabilisation de la population mondiale, me donne à penser qu'on est confronté à un défi majeur. C'est-à-dire que tous ces problèmes, il ne faut pas les sous-estimer, ils sont là. Mais plutôt que d'être source d'une angoisse inhibitrice, on devrait voir ça comme un défi nouveau pour un changement de paradigme dans la conception du biosystème humanité, de ce qu'on est ici, et que finalement notre système qui consiste à dire tant qu'à faire, les plus riches deviennent plus riches, les plus pauvres deviennent plus pauvres, et gardons nos frontières et tirons-nous dessus. On peut continuer comme ça, il n'y a pas de souci. Mais ce que nous disent ces principes-là, c'est qu'on ne va peut-être pas survivre. Et donc ça, je trouve que c'est pour les jeunes générations, on peut peut-être essayer de voir un message d'espoir qui est que, oui, peut-être, qu'il est temps maintenant de changer complètement de paradigme ensemble. Alors, c'est un grand défi. Je dirais juste une chose, c'est quand j'ai rencontré José Saramago, le prix Nobel de littérature, il m'a dit, vous êtes un grand naïf, David Elbaz, je suis un grand naïf. Bon, et il m'a dit, vous savez, on a récemment découvert le chaînon manquant entre l'animal et l'être humain. Je dis, non, je ne savais pas. Il m'a dit, c'est nous. Donc, effectivement, il y a encore un bout de chemin. Il est temps de conclure, David. Vous citez l'abbé Lemaître, donc l'inventeur du Big Bang, ou en tout cas l'un des inventeurs du Big Bang. Alors, mon latin n'est pas à la hauteur, mais mundus est fabula. Le monde est une histoire. Pourquoi ? C'est extraordinaire, parce qu'il a écrit ça dans un article scientifique. Le monde est une histoire que chaque génération s'efforce d'améliorer. Parce que c'est lui qui a découvert que l'univers n'était pas cet être immuable et éternel, mais que finalement, en s'appuyant sur justement le fait que la lumière ne fait que se multiplier, il a remonté le film à l'envers. Il a dit, alors si je remonte à l'envers, il y aura, si les morceaux de verre ne font que se multiplier, dans le passé, il y avait moins de morceaux de verre, de moins en moins, jusqu'à ce que j'arrive à un seul truc, le Big Bang. Alors, il n'a pas appelé ça le Big Bang, il a appelé ça l'atome primitif, etc. Et donc, il a eu cette idée-là, et il s'est dit, donc en fait, l'univers, c'est une histoire que chaque génération s'efforce d'améliorer. Donc, c'est à nous de continuer cette histoire. Et ce qui est complètement dingue, c'est que la science ne voit que le passé. On n'a aucune idée du présent. On est des historiens et on est en train d'améliorer, on est des conteurs. Et le fait d'être un conteur, au moment où nous comptons, au moment où nous pensons, nous créons de la lumière. C'est pas génial, ça ? La plus belle ruse de la lumière, et vous citez un petit texte de Baudelaire au tout début, je vais le lire juste pour conclure. Oui. Nous causâmes aussi de l'univers, de sa création et de sa future destruction. Mes chers frères, n'oubliez jamais, quand vous entendrez vanter le progrès des Lumières, que la plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. La plus belle ruse de la lumière, et si l'univers avait un sens, donc David Elbaz, merci. Merci beaucoup, Alain.